Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à la facturation électronique. Nous allons aujourd'hui décrypter la face cachée de cette réforme et voir ses impacts concrets dans l'organisation des directions métiers pour anticiper au mieux les évolutions nécessaires. Avant de démarrer le webinaire, nous avons prévu un temps de questions-réponses en fin de présentation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la barre de chat sur le côté de votre écran. La présentation ainsi que le replay du webinaire vous seront envoyés prochainement à la fin de la session. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir nos 3 experts qui interviendront durant ce webinaire. Isabelle Druard, directrice transformation finance de Chinini Antipode, accompagnée de Michael Muller, senior manager transformation finance également chez Chinini Antipode, et Morad Lenmouaoui, partner and alliance director chez Corcentric. Bonjour à tous les 3. Bonjour Alexia. Bonjour à tous. Alors, je vous laisse la parole pour commencer ce webinaire. Merci Alexia. Oui, bonjour à tous. Alors, avant de commencer, quelques mots sur Corcentric. Alors, Corcentric est un éditeur de logiciels fondé en 1996 qui propose une solution multidisciplinaire à 360 degrés pour permettre la digitalisation des processus source to pay et order to cash. Alors, en quelques chiffres, nous comptons plus de 2500 clients dans le monde, de toute taille, de la PME jusqu'aux grandes sociétés multinationales, en passant par les ETI et quel que soit le secteur d'activité. Nous avons plus de 500 employés dans le monde et on compte à peu près 15 filiales, principalement aux États-Unis et en Europe. Merci Morad. Donc, rapidement, quelques mots sur Chinini Antipode. On est du coup un cabinet de conseil, on accompagne nos clients dans leurs grands projets de transformation finance, projets qui peuvent impacter du coup à la fois leur organisation, mais aussi leurs process et leurs outils. On accompagne également nos clients vraiment dans leurs activités quotidiennes par des renforts opérationnels directement dans les équipes finance. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons à peu près 230 consultants opérationnels avec des compétences à la fois métier finance, mais également gestion de projet et SI. On a une empreinte digitale qui est avec une approche end-user, vous l'aurez compris, une offre de services orientée performance et excellence des organisations. On a des consultants qui sont expérimentés avec des niveaux de seniorité élevés et du coup des tarifs assez compétitifs. Donc voilà en quelques mots une présentation de Chinini Antipode. Je vais garder la main et du coup sans transition, on va se plonger du coup dans le sujet du jour qui est vraiment la face cachée de la facturation électronique. Donc on vous propose d'attaquer le sujet en suivant, voilà le sommaire suivant, un retour sur la loi de finances et ses enjeux. Alors, on va pas rentrer dans le détail de la loi, il y a un nombre incalculable de webinaires sur le sujet. Et on va passer ensuite par un éclairage justement sur la mise en œuvre de phases, de séquences. J'en dis pas plus, on va rentrer vraiment dedans dans quelques minutes. Et on finira du coup le webinaire par la réponse technologique pour justement se préparer à cette évolution réglementaire qui va arriver finalement assez vite. Du coup, allez, c'est parti, on passe à la facturation électronique, les grands principes et les enjeux. Et je laisse du coup la parole à Isabelle. Effectivement, nous avons souhaité revenir de manière très concrète sur les nouvelles obligations que pose la loi de finances. Très concrètement, cette loi de finances propose 2 nouvelles obligations et nous souhaitions partager avec vous un point d'attention. La première obligation concerne l'émission des factures vis-à-vis de vos clients. L'émission actuellement est effectuée soit par des logiciels de facturation, soit il nous est tous arrivé d'émettre des factures de manière manuelle. Demain, ce n'est plus possible et l'émission des factures devra être sous un format électronique avec des données structurées répondant à une définition très précise. Ça devient obligatoire entre 2024 et 2026 en fonction essentiellement de la taille de vos organisations. La deuxième obligation, cette fois-ci qui s'impose à tous dès le 1er juillet 2024, est l'obligation de pouvoir recevoir des factures électroniques. Recevoir des factures électroniques signifie être capable de les trouver, donc de les collecter, de les comptabiliser, de les rentrer finalement dans le flux de traitement de vos outils actuels, puis de les mettre en paiement. Le point d'attention qu'on voulait partager avec vous concerne la période transitoire qui va avoir lieu entre 2024 et 2026, le temps que toutes les entreprises aient basculé en facturation électronique. Sur cette période, il sera très important de regarder vos portefeuilles et la structure des factures que vous recevez
pour voir quelle sera la gestion du changement ou la modalité d'accompagnement à mettre en œuvre sur cette période pour avoir un maximum de fluidité dans le traitement de vos factures essentiellement fournisseurs. Pour ce faire, vous voyez des schémas à droite qui ont l'air un petit peu compliqués, c'est un peu compliqué, mais pas plus que ça. L'État a mis en place donc deux fonctionnements. Un premier fonctionnement qui concerne, pour faire très simple, les factures franco-françaises B2B domestiques. C'est le invoicing. Là, la logique, c'est échange de factures électroniques entre toutes les parties. Ce fonctionnement, il est possible soit en direct, votre organisation parlant directement à la plateforme de l'État, donc on appelle aussi PPF ou Chorus Pro, ou via ce qu'on appelle une PDP, c'est-à-dire une plateforme partenaire, qui servira finalement d'intermédiaire, de traduction des formats de factures que vous allez recevoir pour les mettre en conformité avec ce qu'attend la plateforme de l'État. Le deuxième système concerne le e-reporting. Le e-reporting concerne essentiellement le B2B international et le B2C selon des modalités allégées en termes de nombre de données et également en termes de périmètre. Donc voilà les deux fonctionnements très rapidement qui ont été prévus pour la mise en œuvre de cette réforme par l'État. Pour un petit tour complet et concret, nous en passons ensuite au projet finalement de mise en conformité que cela va vous conduire à devoir mener. Pour ce projet, comme tous les autres projets, les clés du succès, au-delà du fait que ce doit être un projet d'entreprise impliquant tous les acteurs concernés, on le verra un peu plus tard, à la fois les DSI, mais aussi le métier. Les trois piliers du succès d'un projet, de par toutes nos expériences, sont à peu près toujours les mêmes. Les process, les people et le product. Vous avez sûrement beaucoup entendu parler de facturation électronique ces dernières années et peut-être encore davantage ces 12 derniers mois, essentiellement sous l'angle technologique ou informatique. Tout ça est tout à fait logique puisque c'est une réforme qui a donné lieu à la publication par l'État de spécifications fonctionnelles détaillées qui visent à expliquer aux éditeurs quels sont ces attendus. Toutes ces discussions ont été extrêmement compliquées et le reste. On est aujourd'hui dans une position où les spécifications sont, on va dire, largement stabilisées depuis septembre, même si ça continue à vivre en termes de mise en œuvre, puisque je crois qu'on attend une nouvelle version pas plus tard qu'aujourd'hui. Voilà. Je vais passer la parole à Morad qui pourra nous éclairer justement sur cette implication plus forte des DSI que des métiers sur cette réforme à ce stade. Oui, effectivement, Isabelle, moi, je te remercie pour ces explications. Je te rejoins un petit peu là-dessus, hein. C'est vrai qu'en tant qu'éditeur, on a très rapidement été sollicité par des entreprises, clientes ou non, pour nous demander dans les détails quelle serait la solution que nous souhaitions mettre en place pour répondre à cette nouvelle réforme, alors même que les spécifications n'étaient pas encore très très claires. Donc on s'est vite rendu compte que les débats et les réflexions tournaient quasi exclusivement autour de la techno, alors même que bon nombre de ces entreprises avaient très très peu de maturité en matière de dématérialisation et de digitalisation au niveau de leur processus métier. Alors les spécifications sont maintenant plus claires hein, et elles s'éclaircissent au fil des semaines, ce qui aujourd'hui nous permet de dessiner les contours de notre solution pour répondre à cette réforme. Mais je pense qu'il est vraiment important de préciser que pour que nos solutions soient déployées dans les meilleures conditions, il va y avoir des prérequis à respecter, des prérequis au niveau process, au niveau orga, au niveau accompagnement des opérationnels, de la conduite du changement, etc. etc. Je vais laisser la main à Mickaël peut-être pour nous en dire un petit peu plus sur cette partie et bien sûr partager quelques exemples concrets. Merci Morad. Du coup, passons à la mise en œuvre de la réforme. Donc, du coup, 2 phases, 2 séquences. Alors, ensemble, regardons du coup ce qu'on a appelé du coup la face visible, qui est pour nous la face IT. Hein, depuis octobre 2022 ou un petit peu avant, les directions des systèmes d'information ont pris, on va dire, à bras le corps ce sujet de la facturation électronique et du e-reporting. Ils étaient à l'écoute des différentes modalités IT, de l'émergence des PDP, des PPF, des OD et de toute l'articulation autour de ça. Voilà, bref, en suivant un peu les différentes spécifications fonctionnelles de l'État. Bon, les DSI ont pris le sujet et passent le message d'ailleurs aux organisations qu'il s'agirait plutôt d'une problématique technique que métier. Voilà.
Et cependant, c'est une conviction assez forte que nous portons chez Genie Antipode et également chez Corcentric. Cette évolution réglementaire a autant d'impact métier qu'elle n'a d'impact finalement technique. Et c'est vraiment là ce qu'on a appelé aujourd'hui la face cachée. Alors, certaines organisations ont déjà initié des projets d'excellence opérationnelle, de conformité loi de finances, mais nous pensons qu'entre aujourd'hui et la fin de l'année 2023, une bonne majorité d'entre vous devront analyser les impacts métiers de la réforme sur vos populations et vos processus. Pour nous, c'est un changement qui est drastique dans le quotidien des équipes comptables. Et pour sécuriser à la fois les flux impactés, des diagnostics de conformité devront avoir lieu. Alors, ils devront avoir lieu, pourquoi? Pour faire un constat de la situation, vraiment au regard de la nouvelle réglementation. Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce que je dois faire évoluer dans mon organisation? Et qu'est-ce que je dois mettre en qualité? Mesurer un peu la hauteur de marche à franchir. Et là, je reviens du coup sur les 3 P présentés juste avant, sur les process, les people et sur le produit. Et enfin, bien sûr, s'arrêter sur un plan d'action pour justement franchir le cap 2024. Alors, je parle de fin d'année 2023, avec une mise en place, vous le savez tous, de la loi en juillet 2024. Alors, pourquoi? Naturellement, pour laisser également du temps à vos directions techniques pour réaliser les mises en place techniques, les tests, les recettes métiers, la préparation, bref, du go-live. Bon. Rapidement, pour conclure, nous voyons ici qu'il y a bien sûr 2 faces, 2 volets. Un volet SI avec qui est un petit peu en avance, qui est en veille perpétuelle sur les nouvelles spécifications de l'État, attentif à l'évolution des PDP, OD, PPF, et un volet métier qui reste pour nous à appréhender, diagnostiquer, mesurer, anticiper, dans un timing, oui, resserré, mais du temps cependant, pour avancer et se préparer du coup à cette nouvelle réglementation. Donc, je vais du coup laisser la parole à Isabelle qui va vous présenter du coup notre approche métier avec différentes illustrations. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, comme vient de le dire Mickaël, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur le domaine technologique, IT, spécifications fonctionnelles, etc. Maintenant, on va dire sur l'année 2023, ou on va dire jusqu'à fin d'année 2023, les éditeurs vont travailler finalement à la préparation de la solution, au développement des solutions, à l'adaptation des outils. Et ensuite, il faut compter qu'à partir de début 2024, on sera dans la phase de mise en œuvre d'un projet, pour le coup, technologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la prise en compte de l'aspect organisation et de l'aspect processus métier, le bon moment, c'est maintenant. Parce qu'il sera très important d'avoir stabilisé comment vous voulez travailler sur les référentiels, comment vous voulez travailler demain dans les services comptables, comment vous pourrez faire avant finalement d'effectuer ce que j'appellerais de façon un peu triviale les branchements informatiques. On a voulu ici, de manière très concrète, vous donner quelques pistes de réflexion pour commencer à évaluer ou à mesurer quels pourraient être les impacts de la réforme dans vos organisations qu'il conviendrait d'anticiper. Là, on voulait vous proposer un petit exemple ludique que Genie Antipode utilise pour ce type de diagnostic, pour une entrée en matière et pour essayer de faire comprendre finalement aux différents interlocuteurs du métier comment ils pourraient être impactés. L'exercice est finalement assez simple. Il s'agit de sélectionner, on va dire, une vingtaine de factures dans votre environnement habituel, de préférence un peu mélangées sur les gros fournisseurs, petits fournisseurs, étrangers, pas étrangers, etc. De descendre toutes les informations qui sont sur les factures avec un petit groupe de travail pluridisciplinaire, et d'évaluer dans votre organisation, à la fois métier et informatique, si chacun des champs imposés finalement demain dans la réforme sont chez vous parfaitement conformes, partiellement conformes ou pas conformes ou manquants. Voilà. Une illustration très classique concerne par exemple les bases de données clients et fournisseurs. On sait que dans la plupart des entreprises, la gestion de ces référentiels en temps réel est souvent très complexe. Il y a une grande société française qui a donné des chiffres très intéressants en disant que finalement, ils avaient dans leurs outils front office, donc ceux qui étaient directement au contact du client final, 2 fois moins de clients référencés que dans les bases comptables. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que quasiment tous les fournisseurs des bases comptables étaient en doublon. Alors,
Il y a à ça plein de bonnes raisons, hein, la gestion des établissements, l'historique du fonctionnement, etc. Néanmoins, avec la mise en place de l'annuaire public de l'État dans le cadre de la réforme, ça va signifier que c'est l'annuaire public qui servira de référence et ça va donc avoir pour conséquence que vos référentiels vont devoir être mis en qualité et en conformité avec l'annuaire public. Une deuxième illustration, c'est les délais de paiement. On verra tout à l'heure que les délais de paiement sont un enjeu majeur de la réforme, puisqu'il s'agit aussi de pouvoir en contrôler le respect en temps réel. On sait que dans les bases fournisseurs, ou même dans les bases clients, d'ailleurs sur les délais d'encaissement, on n'a pas toujours dans les référentiels les dernières données disponibles. Alors souvent, les données légales sont correctes. En revanche, dès lors que vous avez des délais de règlement particuliers qui ont été négociés dans le cadre des contrats, ça ne suit pas toujours dans les différentes bases de données, ce qui est pour autant essentiel à la fluidité de la mise en œuvre de la réforme de demain. Gini Antipode peut vous aider sur ce volet de mise en qualité, voire d'optimisation de vos processus, puisque nous établissons avec vous des états des lieux et des conformités avec la loi de finances sur les référentiels, mais aussi sur les processus. On pourrait parler aussi de l'enrichissement de gestion, par exemple des factures qui seraient reçues. Et à l'issue de ça, on travaille avec vous sur des diagnostics et des plans d'action. Encore une fois, j'insiste, diagnostics et plans d'action qui sont à effectuer sur l'année 2023 pour vraiment permettre une fluidité dans la suite de la mise en œuvre du projet et être tout à fait prêt au 1er juillet 2024. Je vais maintenant passer la parole à Morad qui va éclairer la réponse technologique. Merci Isabelle pour ces éclairages. Alors je propose maintenant effectivement de passer à la partie solution technologique. Donc la solution va principalement s'articuler sur deux axes. Hein. Donc le premier axe, ça va être l'axe réglementaire naturellement, probablement le point qui cristallise toute l'attention aujourd'hui. On va voir comment Corcentric va se conformer à cette nouvelle réglementation. Et puis un deuxième axe, l'axe métier. Nous allons exposer les points de notre solution qui vont dans le sens d'une meilleure maîtrise du traitement des factures, pour rappeler que l'un des enjeux de cette réforme est, je cite, de simplifier la vie des entreprises et améliorer leur compétitivité grâce notamment à l'apport de la dématérialisation, de la digitalisation on prévoit un gain de simplification évalué à 4,5 milliards d'euros environ. Et ce gain de simplification ne se fera pas naturellement et nécessitera un certain nombre d'adaptations qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, je propose de commencer par le volet réglementaire. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la réforme se clarifie de jour en jour, hein, qu'il s'agisse des formats attendus. On parle de 3 formats de fichiers, hein, 2 formats techniques, C2I et l'UBL. Et on a également un format métier qui est le format FactureX. On en verra un petit exemple un peu plus tard dans la présentation. On a également la partie des flux qui se clarifie, hein, les flux qui vont transiter. Donc Isabelle, tu l'as évoqué tout à l'heure, il va y avoir un annuaire auquel il va falloir se conformer et prendre en référence. On a des flux d'e-invoicing et de e-reporting, mais on a également un flux concernant les cycles de vie des factures, hein, notamment avec la gestion des statuts. Et enfin, dernier élément, ce sont les données obligatoires qu'il va falloir intégrer. Donc, on commence à avoir de plus en plus de visibilité là-dessus. Donc, beaucoup de données pour certains qu'il va falloir complètement revoir, hein, complètement initier parce qu'il n'était pas du tout dans l'électronique. Donc des choses à prendre en considération. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des exigences techniques de cette réforme. En revanche, je vais vous partager notre position de Corcentric à ce jour, ou du moins comment nous souhaitons y répondre. Alors comme vous pouvez le voir sur la partie droite de ce slide, Corcentric fera appel à un partenaire pour couvrir la conformité des différents flux. Il s'agira d'un partenaire PDP, certifié bien évidemment. Et pour le moment, c'est le nom de Sovos qui se dégage. Sovos étant l'un des leaders en matière de conformité fiscale. La conviction, c'est qu'il s'agit du modèle le plus adapté par rapport à notre stratégie. Comme vous le savez, la France n'est pas le premier pays à lancer ce type de réforme et ne sera pas non plus le dernier. Il y a un mouvement qui s'accélère dans le monde pour une bascule vers ce modèle dit de clearance. Et notre souhait, c'est de pouvoir nous reposer sur un partenaire
expert dans le métier de la conformité et qui va nous accompagner également à l'international et garantir la conformité de nos solutions dans le monde. Alors bien évidemment, pour nos clients, ça sera totalement transparent. Ils n'auront qu'un seul interlocuteur, à savoir Corcentric. Alors, je ne vais pas davantage m'attarder sur le volet réglementaire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Corcentric met en place les conditions qui vont permettre à nos clients d'être conformes à cette nouvelle réforme et de passer cette étape le plus simplement possible. Alors, en revanche, à côté du volet réglementaire, on l'a dit précédemment, cette réforme vise également à permettre de simplifier le processus de facturation et aussi à réduire les délais de paiement. Vous le savez, la pression de la DGCCRF qui sanctionne toutes les entreprises qui payent leurs factures en retard, cette pression est déjà très très forte et ça risque maintenant de s'intensifier parce qu'avec la digitalisation des flux de factures, toutes les infos sur les délais de paiement vont être beaucoup plus faciles à suivre, notamment par la DGCCRF. Donc, il va y avoir un risque supplémentaire qu'il va falloir couvrir rapidement. Alors, comment faire? Avant d'exposer les solutions que Corcentric va vous proposer sur ce sujet, je propose de revenir ensemble sur le processus de facturation et faire un petit focus sur les délais de traitement de chacune des étapes qui le composent. Michael, si tu peux nous faire un petit décryptage sur ce process. Ça marche, Morad, merci. Donc oui, rapidement, un petit retour sur le processus gestion des factures fournisseurs que vous connaissez. Mais on voulait revenir collectivement dessus pour préciser un petit peu le temps moyen de traitement. Donc, comme vous le notez, la Banque de France, dans son analyse 2021, a estimé que le temps de traitement total était plus ou moins de 50 jours avec la répartition que vous voyez. Donc, une gestion du courrier entre 13 et 17 jours. Donc, vous voyez, je pense, le sujet chez vous, service courrier overbooké, des factures qui restent chez les opérationnels, voire même certaines factures antidatées par vos fournisseurs, etc. On a également toute la partie que je vais appeler captation de données, avec la partie OCR, la partie vidéocodage, qu'on estime autour de 2 à 4 jours, quelques jours pour vérifier, faire apprendre la machine, activité qui est par essence même manuelle et du coup chronophage pour vos équipes. On a toute la partie intégration technique de 4 jours, toute la partie pilotage de flux, correction si nécessaire. On a la partie vraiment gestion des exceptions, de 13 à 20 jours. Vous l'avez en tête, la gestion des écarts, des factures sans commande, des factures avec des écarts prix, des écarts quantité, des facturations partielles, etc. Puis voilà, une mise en paiement de 0 à 5 jours avec la vérification des IBAN, la vérification des fournisseurs, le lancement même des campagnes de règlement. Si on va un peu plus loin, on voit ressortir vraiment 2 gros gisements d'efficacité. Donc vraiment la gestion physique du courrier avec 17 jours et puis la gestion des exceptions avec 20 jours. Donc naturellement, l'arrivée de la facturation électronique va automatiquement faire baisser le temps de traitement global. Mais par contre, elle va naturellement également orienter les efforts sur la gestion des exceptions et c'est là que collectivement, Gini Antipode et Corcentric, on aura une réponse à apporter. Bon, pour vous présenter un petit peu les impacts sur les organisations comptables, je vais laisser la parole à Isabelle qui va rentrer un peu plus dans le détail. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, Mickaël est très optimiste. Il dit que ça va mécaniquement diminuer les temps de traitement. Alors, en théorie, oui. En cible, c'est certain. Néanmoins, on voulait quand même partager avec vous un certain nombre de points d'attention. Dans le slide précédent, on voyait que toute la partie relative à la collecte des factures semblait être finalement automatiquement réglée avec un temps de traitement quasiment nul. Ça sera vrai le jour où toutes les factures seront électroniques, toutes les factures passeront par les plateformes et il n'y en a plus aucune qui tombera en erreur. Bon, ça risque de pas arriver tout de suite. Ce sur quoi on voulait attirer votre attention, c'est le premier point qui est dans la slide sur le statut qu'évoquait tout à l'heure Morad et qui évoquait le cycle de vie. Donc, ce cycle de vie, il est défini par l'État dans les spécifications, avec certains qui sont obligatoires, d'autres recommandés pour le moment, statut qui pourrait évoluer aussi dans le temps. Ce statut rejeté, il sera très important pour vous demain pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que toutes les factures électroniques qui vous seront adressées, mais sur lesquelles soit votre plateforme, soit vos systèmes d'information
ne la reconnaîtrait pas parfaitement. Et je rappelle que des données structurées sont des données informatiques. Donc, la donnée qui est attendue dans la case A, si elle n'est pas parfaite, ça sera rejeté. Donc, dans les premiers temps, il risque d'y avoir beaucoup de factures dans ce statut rejeté. Aujourd'hui, la chasse aux factures, elle est beaucoup dans les mains de la comptabilité fournisseur, qui rappelle les fournisseurs, qui va voir sur les bureaux des opérationnels, etc. Demain, le traitement de ce qui va tomber finalement dans ce bac de factures rejetées nécessitera une collaboration étroite entre les DSI et les comptables. Puisqu'en réalité, au moins dans un premier temps, les raisons pour lesquelles les factures ont été rejetées pourront être de plusieurs natures. Un champ informatique pas tout à fait bien renseigné, ou alors une erreur, soit de nom de fournisseur ou de client, etc. Donc, il va vraiment falloir organiser cette collaboration entre vos services pour être capable de vider le plus rapidement possible les factures de ce statut rejeté et les entrer dans le cycle finalement de traitement habituel de la facture. Le deuxième point sur lequel on voulait attirer votre attention est le statut de prise en charge. Alors, c'est pas un changement réglementaire, hein, en théorie, dans les règles comptables françaises, on reçoit une facture, on devrait la comptabiliser de manière immédiate. On sait que les pratiques sont souvent différentes, au sens où on reçoit une facture et pour la plupart d'entre vous, vous aimez bien retrouver la commande qui va avec, vérifier que c'est à peu près ça, avant de comptabiliser. Là, la réforme va conduire à ce que la comptabilisation immédiate de la facture, ce soit intéressant de le faire parce que c'est ce statut-là qui devient le T0 du calcul du délai de paiement. Morad évoqué tout à l'heure, et donc je ne vais pas y revenir dans le détail, sur les contrôles des délais de paiement menés par la DGCCRF. Toutes ces informations étant communiquées à l'État, ça permet d'une certaine façon des contrôles en temps réel des délais de règlement. Voilà, donc c'est un sujet qui en général va nécessiter une évolution des pratiques ou des processus sur lesquels il faudra travailler avant la mise en place de la réforme. Le dernier point qu'on voulait évoquer avec vous concerne le statut paiement transmis. Donc vous voyez qu'il est dans un bleu un peu plus clair puisqu'il est actuellement recommandé et non obligatoire à la date de mise en application de la réforme. Notre recommandation chez Gini Antipode serait de le prévoir dès maintenant dans les outils et dans les développements informatiques que vous ferez. Pour deux raisons. C'est que si vous avez de la TVA aux encaissements, ça sera très intéressant pour pouvoir vérifier les déclarations de TVA pré-remplies que vous enverront l'État. Et la deuxième chose, c'est que la date du paiement transmis vous donnera une information traçable et contradictoire en cas de discussion, de conflit ou de désaccord avec les fournisseurs pour savoir si vous avez ou pas respecté le délai de règlement légal. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous sur ce cycle de vie, sur les côtés obligatoires et moins obligatoires, mais sur lesquels on vous conseille quand même d'embarquer les informations dès que possible, quitte à ne pas les transmettre à l'État tant qu'elles ne sont pas obligatoires. Je vais donc repasser la parole à Morad qui va nous expliquer la déclinaison de tout ça dans la plateforme Corps-Centric. Merci Isabelle, merci Mickaël pour cette analyse. Ce qui ressort assez logiquement finalement, c'est que si on souhaite réduire les délais de traitement, il faut réduire le nombre des exceptions, et donc comprendre finalement l'origine et disposer des bons leviers pour les corriger. Petit rappel, vous avez certainement noté qu'on parle de moins en moins de processus de traitement des factures. On parle davantage de process source to pay, procure to pay ou purchase to pay. Bref, on renvoie à une logique de traitement global de bout en bout dans lequel le process de traitement des factures finalement n'est qu'un maillon de la chaîne et est totalement dépendant des autres étapes. Et bien souvent, ce processus de facturation va hériter de toutes les lacunes des processus en amont. Et on retrouve des comptables un peu démunis qui vont devoir gérer tout un tas d'exceptions à cause de ces lacunes. Alors, comment faire face à ces enjeux? Il va y avoir deux solutions. La première solution, c'est de faire le choix d'un outil technologique avec le plus large périmètre fonctionnel. Première solution. Et deuxième solution, c'est d'avoir un module de traitement des factures le plus riche et le plus mature possible, car on sait pertinemment qu'on ne pourra jamais éliminer toutes les exceptions, et c'est là où la solution logicielle va apporter plus de contrôle, plus de maîtrise, de fluidité, de visibilité. Donc, on va finalement attendre de l'outil qui l'aide à traiter plus rapidement et plus facilement
les exceptions qui vont survenir. Ce que vous voyez sur le slide actuel, c'est le périmètre de la solution core-centrique. Nous couvrons bien le processus source to pay de bout en bout avec des modules de sourcing, de gestion des contrats, d'e-procurement, de traitement des factures, mais aussi des modules de gestion des fournisseurs, de gestion des budgets et enfin de reporting. Alors, ces modules permettent d'apporter des solutions à la quasi-totalité des exceptions que peuvent rencontrer les comptables. Ce qui est aussi très intéressant sur la solution core-centrique, c'est qu'on va proposer une solution parfaitement équilibrée sur l'ensemble de la chaîne. C'est que certains éditeurs sont plutôt orientés processus achat, d'autres plutôt finance. Avec core-centrique, on va avoir quelque chose de parfaitement homogène, avec beaucoup de maturité de bout en bout sur l'ensemble des étapes du processus source to pay. On a mis pour vous en évidence les modules qui vont être au cœur de la réforme. Je vous propose de faire un tout petit focus sur le module de gestion des factures. On n'aura pas le temps de faire une démo lors de ce webinaire. Par contre, j'aimerais bien partager quelques évolutions qui ont été développées ou bien qui sont en cours de développement par nos équipes R&D et qui sont directement liées à la réforme. Donc, première évolution, c'est le support du format FactureX par la plateforme core-centrique. Comme vous le savez, le format FactureX, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un des 3 formats pivots imposés dans le cadre de cette réforme. Alors, c'est un format dit métier. Pourquoi? Parce qu'on a une restitution de la facture, du moins on a un support PDF qui permet justement de lire de manière très simple la facture. Mais cette facture-là va être également associée, ce PDF va être associé à un fichier XML qui va porter toutes les données électroniques concernant cette facture. Donc aujourd'hui, cette fonctionnalité est déjà disponible et en production sur notre plateforme. Deuxième évolution fonctionnelle de la plateforme core-centrique que je souhaite partager également avec vous, c'est une des conséquences de la réforme. Comme vous le savez, on va dorénavant avoir un flux parfaitement électronique avec beaucoup de données et surtout beaucoup de données de qualité, donc des données qui sont fiables, notamment au niveau des lignes de facture. Historiquement, Michael l'a présenté tout à l'heure dans le schéma de facturation, du processus de facturation. On utilisait assez régulièrement des technologies OCR, reconnaissance optique des caractères, pour l'extraction des données. Pour ceux qui connaissent, cette technologie n'est pas très fiable pour descendre au niveau des lignes articles. La conséquence, c'est que les outils de contrôle tels que celui de core-centrique étaient contraints de se limiter à un contrôle sur les en-têtes et pieds de page, mais ne pouvaient pas contrôler les lignes. En gros, si vous avez un écart au niveau d'une facture, vous devez chercher manuellement quelle est la ligne qui pose problème. Alors, imagine la charge que ça peut représenter pour un comptable qui se retrouve avec des factures avec plusieurs dizaines ou centaines de lignes. Alors dorénavant, grâce à cette réforme, on va pouvoir extraire toutes les données, y compris les données de ligne. En revanche, il va falloir faire évoluer le processus de rapprochement des factures dans nos solutions. Alors core-centrique, c'est ce qu'on a essayé de mettre en évidence dans le slide sur la partie droite. Core-centrique va faire évoluer son processus de rapprochement et combiner du rapprochement à la ligne, donc descendre au niveau des lignes, et également faire du rapprochement au pied de page de manière séquentielle pour optimiser le processus de rapprochement, faciliter l'identification des écarts et augmenter le taux de rapprochement automatique. Dernière fonctionnalité, core-centrique accélère ses développements dans l'intelligence artificielle. C'est un domaine qui peut apporter beaucoup de choses intéressantes, mais qui est aussi gourmand en données, et surtout en données de qualité. Et la réforme, encore une fois, est plutôt une bonne nouvelle de ce côté-là. Nous avons d'ores et déjà développé un assistant digital qui va accompagner les opérationnels dans le traitement des factures. L'assistant va automatiquement détecter les exceptions, va émettre des suggestions pour les résoudre. On va aussi avoir de l'assistance pour approuver des factures, pour les imputer, etc. Et on va également pouvoir bénéficier d'analyses automatiques pour mieux comprendre le processus et pouvoir l'améliorer en permanence. Alors, ces technologies de l'intelligence artificielle ne sont pas nouvelles. En revanche, ce qui est nouveau, c'est cette tendance actuelle qui va amener le monde à basculer sur la facturation électronique. Je pense qu'il serait vraiment dommage de se priver de cette source de données. Dernier point, ces technologies sont de plus en plus matures et devraient même à terme permettre non plus de faire uniquement de la suggestion, comme c'est le cas aujourd'hui, mais être en capacité de prendre des décisions aux côtés des opérationnels et leur permettre au fur et à mesure de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Alors voilà dans les grandes lignes les quelques fonctionnalités que je souhaitais partager avec vous. Alors évidemment, la liste est non exhaustive, hein. On a nos équipes qui continuent de suivre attentivement la réforme pour adapter la plateforme en conséquence. En tous les cas, Genie Antipode et Corcentric se feront un plaisir de vous rencontrer pour aller un peu plus dans le détail, vous accompagner et vous faire passer le cap 2024. Merci pour votre attention. Place aux questions si vous en avez. Merci à tous les trois. Effectivement, nous avons quelques questions. Alors, je commence avec la première. Combien de temps dure un diagnostic de mise en conformité et sur quel périmètre? Alors, si vous voulez, je peux répondre. Alors, c'est une excellente question. Le diagnostic dépend évidemment de la taille de votre entreprise, mais surtout de la complexité de vos processus. Combien de nature de factures vous avez? Est-ce que c'est que France? Est-ce que c'est que international? Voilà, donc il faut poser un certain nombre de caractéristiques également de volumétrie, de factures émises et reçues pour se faire une idée. Raisonnablement, je pense qu'il faut prévoir entre 2 et 4 semaines, de façon à faire un tour de la partie référentielle qui est, selon nous, réellement le socle du sujet. Donc, il y a les référentiels, je dirais, intuitifs, clients et fournisseurs. Il y a aussi le sujet des articles, Morad le rappelait, sur les bases articles, sur la lecture à la ligne, ça va nécessiter aussi de fiabiliser ce référentiel-là. Ensuite, ce qu'on ferait en termes de périmètre, c'est une étude parallèle, on va dire métier et outils sur le nombre d'outils de facturation et le nombre de collecte, d'outils de collecte des factures fournisseurs. On regardera également si vous disposez déjà d'une plateforme et si les formats de la plateforme acceptent déjà au moins le FactureX, qui est un des formats recommandés demain. Donc voilà, je dirais entre 2 et 4 semaines de manière raisonnable, le temps d'avoir bien compris votre environnement, bien analysé les différentes chaînes, de pouvoir poser une cartographie fiable et complète. Et dans un certain nombre de cas, chez Genie Antipode, on travaille en collaboration également avec des avocats fiscalistes. Dans le cas particulier, vous auriez des spécificités fiscales qui pourraient être re-questionnées ou interrogées dans le cadre de cette cartographie. C'est l'occasion de rappeler qu'il n'y a pas de changement de réglementation sur la TVA, notamment. Il n'y a pas de changement de règles. En revanche, effectivement, la communication d'informations et de données très détaillées à l'État, pas tout à fait en temps réel sur la totalité du processus, mais pas très loin, peut conduire à se poser un certain nombre de questions. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup Isabelle. Je vous invite à continuer à poser vos questions. J'ai une seconde question qui vient d'arriver. L'État pourrait-il décaler la réforme compte tenu du délai très court prévu entre la mise à disposition des solutions IT et le 1er juillet 2024? Mickaël, tu veux répondre ou... Non, mais vas-y, je te laisse, Isabelle. D'accord. Alors, vous me passerez l'expression, mais je pense que même pas en rêve. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question, cette réglementation, en fait, on en parle depuis quand même de nombreuses années. La crise sanitaire a redécalé encore un peu sa mise en application. Dans tous les échanges auxquels on peut participer, que ce soit Genie Antipode ou Corcentric, je pense que dans tous les échanges, l'État est maintenant très clair sur le fait que la réforme rentrera en application le 1er juillet 2024. Il faut bien avoir en tête quand même que les délais sont extrêmement courts, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, la dernière version des spécifications de l'État, je ne sais plus si c'est hier ou aujourd'hui en date de publication, mais on est quand même déjà presque fin janvier 2023. On s'attend à ce que le temps nécessaire au développement de tous les outils et fonctionnalités absolument fondamentales qu'a expliqué Morad soit disponible fin 2023, voire début 2024. Et la période de qualification de l'État pour vérifier qu'on va bien pouvoir se connecter à la plateforme de l'État, etc., ne seront ouverts qu'à partir du 1er janvier 2024. Ce qui ne fait quand même que 6 mois pour vous tous, pour faire le projet sur le volet informatique, les recettes, etc. Donc, c'est extrêmement court.
Je pense que tous les acteurs du marché, chaque fois qu'il y a un interlocuteur de l'État, que ce soit la DGFiP, que ce soit l'AIFE, la discussion vient à chaque fois en disant c'est trop court, comment on va faire? Je pense vraiment que l'État a maintenant décidé de sauter le pas le 1er juillet 2024. Il y a un certain nombre de choses, de règles, de tolérances qui seront probablement encore discutées dans les mois à venir. Donc, ça rend d'autant plus important, ce qu'on disait tout à l'heure, mais la veille sur cette réforme, être en veille sur ce qui se passe, ce qui s'assouplit, ce qui évolue. Mais franchement, je pense qu'il n'y aura pas de décalage de cette réforme, sauf événement absolument imprévisible. Mais en tout cas, nous, on n'y croit pas beaucoup. Michael? Oui, juste un point aussi, parce que la DGCCRF a également précisé qu'elle qu'elle respecterait du coup le 1er juillet 2024 et qu'elle baissera absolument pas son niveau d'attention sur les délais de paiement. C'est-à-dire que c'est pas parce que la réforme passera au 1er juillet qu'elle sera plus souple. Donc, c'était juste pour ajouter ça aussi au niveau de la DGCCRF. Alors, tu as totalement raison, Michael, et pour aller au bout du sujet, vous le savez sûrement déjà, les contrôles de la CCRF conduisent à des amendes financières qui sont quand même pas neutres, d'une part, mais aussi à l'inscription, quand vous êtes condamné, si on peut dire comme ça, le nom de votre entreprise est inscrit sur le portail de la DGCCRF, donc il y a aussi de la communication autour de ça qui n'est pas très positive, c'est le moins qu'on puisse dire. Le fameux shame and name. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Une autre question qui vient d'arriver, est-ce que Corcentric couvre le traitement des factures clients? Alors effectivement, on a beaucoup fait un focus sur la partie source to pay dans nos solutions. Alors je l'ai évoqué en introduction lorsque j'ai présenté Corcentric. Donc Corcentric couvre dans son portefeuille de solutions du source to pay, mais également de l'order to cash. Et dans nos solutions order to cash, on a un module qui permet justement de générer et d'émettre des factures clients. Alors c'est un module qu'on sera amené à faire évoluer, notamment du fait de la réforme, et on a la volonté de pouvoir présenter cette solution à l'avenir, justement pour pouvoir permettre à nos clients et futurs clients de bénéficier d'une plateforme unique pour couvrir et les factures fournisseurs et les factures clients. Donc effectivement, et on pourra avec plaisir vous présenter cette solution si on est amené à échanger ensemble. Merci si Mourad. Un petit complément. Ça nous semble, côté Gemini Antipode, important, quand c'est possible et adapté à vos environnements, d'utiliser le même outil dans la mesure du possible pour la chaîne client et la chaîne fournisseur. Pour plein de raisons. Alors, pour une raison d'homogénéité qui est logique, mais aussi pour avoir un interlocuteur de traduction vis-à-vis de l'État pour les deux chaînes. Voilà, donc c'est plus simple dans un outil. Merci. On a également une autre question. Le processus d'immatriculation n'étant prévu que pour le deuxième semestre 2023, comment pouvez-vous savoir si votre partenaire sera certifié PDP? Alors ça, j'imagine que c'est pour moi. Oui. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure. On est parti d'une conviction, c'était déjà que Corcentric ne souhaitait pas se positionner en tant que PDP lui-même, mais plutôt faire appel à un partenaire. Alors effectivement, le processus d'immatriculation, ou du moins des entreprises qui seront amenées à être considérées, certifiées par l'État et considérées comme PDP, n'a pas commencé et devrait se faire deuxième semestre 2023, si je ne dis pas de bêtises. Nous, évidemment, si on a fait le choix de s'appuyer sur un partenaire, on fera le nécessaire pour que ce partenaire soit un partenaire certifié et immatriculé. Je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que notre volonté, c'est que ce soit quelque chose de totalement transparent pour nos clients, que ce soit simplement, on cochera la case, que ce soit simplement pour eux de s'engager avec Corcentric pour pouvoir couvrir deux aspects. On sait ce qu'on a essayé de montrer sur ce webinaire. L'aspect réglementaire qui, lui, sera couvert par un partenaire
parfaitement certifié. On a évoqué le nom de Sovos parce que pour nous, c'est un leader qui connaît déjà bien ce processus de clearance pour l'avoir exécuté avec succès dans d'autres pays. Nous, on n'a pas d'inquiétude sur le fait qu'ils seront immatriculés et certifiés par l'État. Maintenant, dans tous les cas, notre partenaire sera immatriculé, sera certifié parce que on a ce luxe de pouvoir le choisir. Voilà, donc totalement transparent, ce n'est pas réellement un sujet. Nos clients seront en capacité d'être en conformité par rapport à cette réforme. Alors, on a d'autres questions qui arrivent, mais le temps imparti du webinaire étant terminé, nous allons revenir vers vous suite à ce webinaire directement par email. Merci à tous pour votre participation et votre attention. Merci également à tous les trois pour votre intervention. On va vous envoyer la présentation ainsi que le replay très prochainement. Et si vous souhaitez continuer les échanges avec nos experts, n'hésitez pas à contacter nos équipes par téléphone ou par mail aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. Merci à tous et nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci à tous. Bonne journée à tous. Merci à tous, excellente journée à vous.